Bonjour à tous. Merci pour votre présence très nombreuse ce matin. Merci à Finance Innovation également de nous recevoir ici, dans un très beau bâtiment, le Palais Brognard, un symbole pour la finance française, pour aujourd'hui parler d'avenir, parler d'innovation. Pour cette première table ronde, nous proposons d'aborder la question des outils, de la data, pour atteindre les objectifs de décarbonation de l'immobilier. Comme vous le savez, l'immobilier est responsable d'environ 40% des émissions mondiales de carbone. Et le respect des objectifs de limitation du réchauffement climatique à 1,5 degré impose d'atteindre le pic d'émissions de CO2 en 2025 au plus tard, pour ensuite passer dans une phase de ralentissement et atteindre la neutralité carbone en 2050. Sans s'attaquer à l'immobilier, aucun effort ne pourra permettre de respecter ces objectifs. En parallèle, je pense que vous n'avez pas manqué de le remarquer, notre monde est de plus en plus connecté, axé sur la donnée, et il serait dommage de ne pas explorer les différentes innovations, les différentes solutions qu'on peut avoir aujourd'hui pour aider à transformer notre secteur, à créer des bâtiments plus écologiques, plus performants sur le plan énergétique. Et pour débattre de ce sujet, j'ai l'honneur d'accueillir nos 4 invités. Marc Yéa, ESG and Sustainability Manager de Wüest Partner, Emmanuel Verrozen, CEO de SquareSense, Fabrice Soulet, qui est le CEO fondateur de The Lock, et Eric Bouvier, Chief Data Officer de La Française. Peut-être la parole dans l'ordre. Marc, si tu veux démarrer. Oui, bonjour à tous. Donc pour me présenter, Marc Yéa, je suis ESG Manager chez Wüest Partner France. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la société, Wüest Partner, c'est une société en immobilier de conseil et de services qui est d'origine suisse et basée à Zurich, fondée en 1985, et qui est une société en fait qui est axée sur l'indépendance parce qu'elle ne fait pas de transactions et qui est détenue par 31 partenaires. Et à travers 500 consultants et collaborateurs répartis sur 15 sites en Europe, notamment en France, en Allemagne, en Suisse et au Portugal, nous offrons des services de conseil qui vont de tout ce qui est expertise immobilière, donc avec plus ou moins 20 000 expertises par an, tout ce qui est conseil en développement durable, donc, dont je fais partie, et c'est du conseil qui peut être stratégique, du conseil ESG, aussi du conseil pour la décarbonation des actifs, ou même du conseil en fait, pour accompagner les investisseurs sur les sujets de la finance durable, donc la taxinomie européenne, la SFDR, et ça peut être aussi des formations sur mesure pour tous les acteurs de l'immobilier. Et le troisième pilier, c'est le développement et des solutions digitales B2B, B2B2C, qui sont destinées à différents acteurs de l'immobilier, les asset managers, les banques et les agences aussi, pour les éclaircir sur les sujets de l'actualité. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Emmanuel Verrozen, donc je suis le CEO de SquareSense. SquareSense est basé à Paris, à 5 ans d'existence, s'étend rapidement en Europe, aux États-Unis, en Asie, et tout ça basé sur une conviction, c'est que la bonne gestion du secteur immobilier et des bâtiments repose sur la donnée, et que cette donnée n'est pas seulement une donnée à découvrir en silo, mais c'est une donnée à exploiter pour les différents défis à la fois. Donc nous nous focalisons sur la donnée d'usage qui va de l'analyse de l'occupation en temps réel, l'énergie en temps réel, la qualité de l'air en temps réel, l'utilisation des espaces en temps réel, afin de prendre les bonnes décisions qui s'imposent pour 3 objectifs. On va en parler d'un aujourd'hui, mais c'est la même donnée pour tous les objectifs. La décarbonation, la satisfaction du locataire et de l'occupant, comme par exemple la qualité de l'air, et une meilleure utilisation des espaces pour optimiser les espaces dans cette période de travail à distance. Voilà, merci. Fabrice ? Je suis équipé. Parfait. Bonjour, Fabrice Soulet, donc je suis le fondateur de The Lock. The Lock, c'est une plateforme en mode SaaS qui propose aux agents immobiliers et à leurs clients locataires et propriétaires de collecter et certifier leur fameuse démarche de dossier locataire.
voilà, celle qu'on connaît tous pour, quand on galère pour trouver un logement. Donc, à travers cette digitalisation, on va pouvoir amener, nous, notre expertise de certification. Et il y a un peu plus de 300 000 dossiers qui sont déposés dans la plateforme pour le compte de 20 000 professionnels de l'immobilier. On travaille avec des grands réseaux immobiliers comme Nesten, Orpi, Keller Williams. On travaille également avec IAD et leurs 14 000 agents mandataires pour interfacer finalement l'ensemble de la chaîne et surtout la sécuriser. Donc on verra dans la discussion concernant la décarbonation comment The Lock peut y contribuer et y contribue au quotidien. Mais au-delà de ça, on est, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, sur un marché tendu et nous venons justement libérer les professionnels, mais aussi les gens en recherche de logement, de toutes ces démarches administratives et chronophages, tout en sécurisant et en disruptant la façon de constituer son dossier. Marc ? N'importe quoi. Je t'en prie, pas de problème, j'ai plein de prénoms. Éric Bouvier, donc moi je représente plutôt le côté propriétaire, donc celui qui doit investir dans les PropTech, m'a-t-on dit ce matin. Donc on va essayer de développer cette partie-là. Petite présentation, la Française, on fait partie du groupe mutuel, de Crédit Mutuel, Alliance Fédérale, qui gère 160 milliards d'euros d'investissement, dont 30 milliards en immobilier. Et ces 30 milliards sont représentés du coup par la Française Real Estate Management, qui est un spécialiste de cette gestion. Un petit point très important pour nous, c'est que ces 30 milliards en immobilier, ce n'est pas notre argent, c'est l'argent d'investisseurs qui nous confient leur argent pour l'investir en immobilier. Et notamment un point très important, on a plus de 120 000 associés dans nos SCPI. Et ces 120 000 associés, il faut les convaincre de décarboner le patrimoine. Pour parapher une phrase qui était fin du mois ou fin du monde, nous c'est fin du trimestre ou fin du monde. Est-ce que je favorise les revenus de fin de trimestre que je distribue à mes associés ou est-ce que je favorise la fin du monde? Il faut trouver le juste milieu entre les deux. La Française, donc du coup, c'est 30 milliards d'euros en immobilier, c'est à peu près 3,5 millions de mètres carrés, 1900 immeubles sur 10 pays, avec 3 agences, une en Allemagne, à Londres et à Paris. Et donc il faut avoir les datas sur l'ensemble de ces immeubles. Et là, on tombe sur des aspects qu'on pourra détailler tout à l'heure, sur des aspects culturels dans chacun des pays pour savoir comment obtenir la donnée et comment les suivre. Et nous avons vraiment un mantra, enfin une règle, quelque chose qui est vraiment notre ADN, qui est vraiment, s'il y avait une phrase à retenir, c'est « seul ce qui se mesure s'améliore ». C'est-à-dire que pour pouvoir décarboner quelque chose, il faut déjà savoir qu'est-ce qu'on émet comme carbone pour pouvoir savoir sur quoi on doit agir. Vraiment, cette data, elle est très importante pour nous. Merci Eric. Aujourd'hui, donc, nous allons parler de décarbonation et des objectifs à atteindre pour l'immobilier. Peut-être Marc, tu peux nous rappeler un peu le cadre réglementaire? Oui. Alors la décarbonation, comme vous le savez tous, c'est le pilier fondamental de la transition environnementale parce que ça s'inscrit dans un accord qui est mondial, l'accord de Paris pour limiter la hausse des températures à moins de 2 degrés d'ici la fin de siècle. Et si on regarde par exemple niveau français ou niveau Europe, la France est inscrite pour la stratégie nationale bas carbone, donc pour décarboner tous les secteurs, inclus le secteur immobilier. Donc en fait, le sujet, c'est que actuellement, 80% des bâtiments qui existent seront en exploitation d'ici 2050. Donc la rénovation énergétique massive, c'est la réponse clé en fait pour répondre à ce défi-là. Et on peut voir qu'en France, avec la réglementation qui est assez stricte et ambitieuse, le but, c'est d'accompagner en fait cette transition, notamment avec, si on regarde le décret tertiaire, qui pousse à minimiser les consommations d'énergie d'ici 2050 à moins 60% par rapport à une année de référence, accompagné par un décret BACS qui vise à alimenter le bâtiment par des systèmes de contrôle et d'automatisation pour pouvoir en fait suivre et analyser les consommations énergétiques, pour pouvoir après identifier en fait les piliers d'optimisation de cette consommation d'énergie. Dans le résidentiel, on a tout ce qui est le DPE, donc, qui vise à chasser les passoires thermiques, notamment avec plusieurs échéances allant jusqu'à interdire la location ou la mise sur le marché locatif du DPE d'ici 2034.
Niveau Europe, l'objectif, c'est d'orienter les flux financiers vers des investissements plutôt vertueux. Donc, on a la taxinomie européenne qui encadre un peu tout le sujet et qui apporte des réponses plutôt techniques pour identifier c'est quoi une activité qui peut être durable ou pas. Et si on regarde de près la taxinomie européenne, notamment pour la nouvelle construction, pour la rénovation ou même pour l'acquisition et la gestion des bâtiments, l'atténuation au changement climatique est l'un des indicateurs qu'il faut le regarder en premier, qui pousse en fait à développer, à rénover ou même à acquérir des bâtiments qui sont plutôt qui sont très optimaux, on va dire, en termes de consommation énergétique et qui figurent parmi les top 15 ou 30% sur le marché. Après, pour les investisseurs, il y a tout le sujet de la SFDR, le Sustainable Finance Disclosure Regulation, qui va, dont l'objectif, en fait, c'est d'assurer une transparence de l'information en termes de durabilité pour les services financiers. Et du coup, l'objectif de la SFDR, qui est une classification des fonds, c'est que même si l'objectif que les investisseurs peuvent avoir, qui est un objectif social ou environnemental, on peut voir parce qu'ils introduisent la notion de la double matérialité. Il y a des indicateurs en fait qui doivent être reportés. En immobilier, il faut reporter sur 3 indicateurs, dont 2 qui sont obligatoires. Donc ces indicateurs, sans surprise, c'est des indicateurs qui sont liés à l'énergie notamment. Donc il faut déclarer la part des bâtiments qui présentent ou qui sont exposés à l'énergie fossile ou la part des bâtiments qui sont inefficients en termes de performance énergétique. Donc voilà, en fait, pour résumer un peu, même si la transition écologique ne se limite pas à l'énergie carbone, mais en vrai, ce sont les 2 indicateurs qui sont à regarder en premier. Merci. Au-delà de la contrainte réglementaire, est-ce qu'on ne peut pas se dire que la décarbonation de l'immobilier n'est pas simplement une nécessaire évolution des pratiques? Oui, donc la décarbonation passe par 3 catégorisations d'outils pour y arriver. Donc la première, c'est la construction et les matériaux utilisés. La deuxième, c'est l'usage qui est fait des immeubles une fois construits. Et le troisième, c'est les sources énergétiques utilisées. Donc, en ce qui concerne la donnée, il faut que la donnée soit pertinente pour au moins un de ces 3 objectifs et qu'elle soit fiable et qu'elle soit partagée. Alors, pour ce qui concerne les données d'utilisation des actifs, quelle est la donnée pertinente? Et Eric en parlera plus en détail par la suite. C'est des données qui sont liées à comment un immeuble est utilisé en pratique et est-ce qu'il y a des mesures à prendre pour optimiser cette utilisation. Donc, par exemple, le lundi, comme on le sait, 20% des immeubles sont occupés seulement, même s'ils sont complètement loués. Pourquoi? Parce que c'est le travail à distance. La question qui se pose, c'est les systèmes de ventilation, de chauffage ne sont pas réglés pour correspondre à ce degré d'occupation. Et donc la corrélation que la donnée peut faire, c'est combien y a-t-il d'occupants dans un immeuble en temps réel le lundi et comment ajuster les systèmes de ventilation et de chauffage par rapport non au mètre carré du bâtiment, mais du nombre de personnes dans ce bâtiment. Voilà ce type d'exemple que la donnée peut fournir. Merci. Eric, en tant que propriétaire, sur quelles données la Française s'appuie-t-elle pour éclairer ses choix de gestion pour décarboner le patrimoine? Sans surprise, on s'appuie surtout sur la partie consommation énergétique et conversion en émissions de CO2. Et après, le but, c'est une fois qu'on a cette donnée, donc cette donnée de base qui nous permet de savoir sur nos 1900 immeubles quelle est leur émission de CO2, de voir un plan d'action, de définir un plan d'action qui permet de diminuer cette partie. Donc ça peut être des plans d'action pour diminuer la consommation brute,
Ça peut être des plans d'action pour convertir les contrats que l'on a en énergie verte. Ça peut être changer les systèmes, ça peut être beaucoup de choses. On s'aperçoit qu'une grosse partie déjà, c'est l'usage. On s'aperçoit que avant même de commencer à changer les matériaux, de changer les équipements, déjà si on change le comportement des usagers, et là c'est pas changer notre comportement, c'est changer le comportement des salariés, de nos locataires. Donc il y a plusieurs étapes, mais c'est déjà une grosse partie. De faire des réglages basiques qui ne coûtent pas d'argent, savoir pourquoi l'immeuble il est chauffé autant le week-end que la semaine, pourquoi on ne pourrait pas déconnecter un ascenseur le vendredi alors qu'il y a moins de monde et que du coup... Et puis après, il y a la partie équipement. Donc là, on a besoin d'aide justement des PropTech pour nous proposer l'ensemble des transformations que l'on peut faire, sachant que je ne vous l'apprends pas, mais on a un problème après financier, c'est qu'il faut financer tous ces travaux et qu'on ne peut pas tout faire tout le temps, toujours, sur tous les immeubles en même temps. En gros, c'est un peu le mantra aussi, et qu'il faut après faire des arbitrages. Mais les données que l'on recueille, c'est typiquement la consommation, les équipements qui sont sur ces sites, si possible l'usage du site. Alors c'est compliqué parce que là on rentre dans le cadre du locataire. Est-ce qu'on a le droit de savoir combien il a de salariés, tel jour, etc. Donc là il y a une grosse partie de relations, de relationnel, je dirais, même de bonnes relations avec le locataire. Donc les comités verts et autres, c'est des choses qui permettent d'impacter, enfin plutôt d'impliquer le locataire dans notre démarche. Ça c'est très important. Et en gros, pour vous résumer, parce que des fois on s'en fait un monde, c'est la partie ESG d'un immeuble, c'est 150 données grand maximum. Avec 150 données, on peut piloter la partie ESG, et la partie énergie est une partie de ces données. Donc c'est pas quelque chose de monstrueux une fois qu'on l'a défini. Par contre, c'est du travail au quotidien de récolter cette donnée et de la fiabiliser. Et ça, c'est mon rôle, entre guillemets, de pouvoir la récolter, la fiabiliser pour que les équipes puissent s'en servir pour prendre les bonnes décisions. Merci. Fabrice, peut-être plus simplement, on peut aussi travailler à la décarbonation en dématérialisant des processus, en simplifiant. Je crois que tu as des exemples à ce sujet. Oui, justement, en fait, on est en train de passer d'un monde à un autre. Enfin, on passe souvent d'un monde à un autre, on en a passé plusieurs. Et si on reprend le dossier locataire, on a à peu près 3 millions de Français en mobilité chaque année. Ces 3 millions de Français, en fait, on sait que le marché est tendu. Il y a 2 chiffres que je peux vous donner là-dessus. Le premier, un locataire sur 5 fournit un dossier faux ou avec un faux document. Donc ça, c'est quand même compliqué. En fait, c'est la tension du marché qui veut ça. Et le deuxième chiffre, c'est que quand on travaillait par mail, alors, on travaille encore beaucoup par mail, c'est la raison de la décarbonation possible. Un dossier sur 2 est un dossier non complet, non conforme. C'est-à-dire qu'en fait, ça vient ralentir la chaîne de la mise en location. Ça n'apporte pas de garantie sur les documents qui sont donnés hors application de KYC ou de vérification de documents. Et donc, tout l'enjeu, il est de coupler la simplification de la démarche administrative, qu'elle soit aussi bien pour le locataire, l'agent immobilier que le propriétaire qui souvent est en relocation en habitation principale en un mois sur des zones tendues. Et le deuxième sujet, c'est donc le traitement de la data d'une autre manière. Donc, on ne va pas parler de l'époque où il y avait encore les menhirs, les dolmens et on gravait le dossier locataire. Non, on est passé de la photocopie. Évidemment, moi j'ai connu ça, voilà, donc avant les années 2000. Ensuite, on est passé à Internet. On est globalement aujourd'hui dans une mutation digitale qui est en cours, mais qui est très faible. C'est-à-dire qu'il y a une résistance au changement de la part des property managers qui se disent si je perds mon boulot, ça ne va pas le faire. Et donc, ce n'est pas du tout l'enjeu. L'enjeu, ce n'est pas de perdre son travail. L'enjeu, c'est de faciliter son quotidien et de se mettre sur les tâches les plus productives, les plus intéressantes en ce qui les concerne. Et donc, comment on a procédé ? On a, de par notre expertise, de par la volumétrie et de par le nombre de candidats locataires qui déposent leur dossier dans The Loc, on est allé chercher une disruption. Une disruption, c'est en fait travailler autrement. Et pour travailler autrement, on a dû le faire de concert avec les acteurs des compagnies d'assurance loyer impayé. Puisque, évidemment, le schéma qui a été déterminé depuis 40 ans, c'est de donner son identité, ses 3 dernières fiches de paye pour un salarié, son contrat de travail, ses quittances de loyer, etc., avis d'imposition. En fait, aujourd'hui, si on regarde comment obtenir de la data via des outils et moins passer par mail,
c'est ce que The Lock a créé. On a créé en fait une nouvelle façon de déposer son dossier, et non seulement de le déposer, mais de le déposer rapidement par un système d'agrégation de données. Qu'est-ce qu'on entend par une agrégation de données? C'est d'aller chercher la donnée fiable à la source, déjà pour lutter contre les faux. Et la deuxième, c'est de faciliter la démarche administrative. Tout le monde a envie d'avoir accès à un logement rapidement, parce que parfois, si le dossier n'est pas prêt, le logement nous échappe. S'il manque une pièce, voilà, on repasse, mais trop tard. Donc l'idée, c'est d'avoir un dossier, et que ce dossier, et je vais vous expliquer comment c'est fait, il soit universel. C'est-à-dire que j'ai la capacité de le porter d'un professionnel à un autre. Et ça, c'est un intérêt, c'est ce qu'on appelle en fait le scoring, la certification. C'est d'être capable de dire, et c'est nous en tant que tiers de confiance avec notre expertise, qui donnons un loyer maximum mensuel acceptable, sans aucune donnée visible dans le document, puisqu'il y a un QR code avec un identifiant qui permet à un professionnel de récupérer la data, mais sans l'avoir par mail. Voilà. Imaginez le nombre de mails avec 15 documents dedans non renommés. Alors comment on procède? Je vais être rapide. Une pièce d'identité, le recto, le verso de la pièce d'identité, un selfie pour faire une vérification biométrique de l'identité, ce qui va permettre évidemment de respecter la réglementation pour l'agent immobilier dans le cadre de la loi Gay de celui qui contracte le bail. Ça met aussi un niveau de valeur sur le dossier qui est quand même très élevé, puisque l'ensemble des co-contractants vont donner leur identité. On se rapproche de la partie bancaire, là. Et le deuxième, le plus important, la deuxième requête sur des profils salariés, puisque c'est la majorité. Je n'évoquerai pas les autres aujourd'hui, j'aurai l'occasion d'en reparler si vous me contactez. C'est de passer par impôts.gouv et d'aller chercher finalement directement avec le consentement du candidat ces données déposées par ses employeurs à l'intérieur de impôts.gouv via les DSN, c'est-à-dire les déclarations de salaire normatif qui sont obligatoires tous les mois avant le 25 du mois. Donc on récupère des données très fiables. On n'imagine personne créer une société pour obtenir un logement et faire des déclarations de salaire. On récupère des numéros SIRET d'employeurs. On a en fait la possibilité de scorer de manière très très efficace. Et donc, on a fait valider aux grandes compagnies d'assurance cette data. Et du coup, plus besoin de papier, plus besoin de mail, puisque là, on a en très peu de temps, en moins de 5 minutes, la possibilité de se scorer sur un loyer et d'aller vers n'importe quel professionnel. Merci. Pour poursuivre sur les données, on a évoqué tout à l'heure leur omniprésence, leur importance. Est-ce qu'on en est complètement dépendant pour œuvrer à la décarbonation? Marc? Oui, absolument. Alors les données, vraiment, ce sont des enjeux cruciaux pour une démarche de décarbonation. Après, nous pouvons rencontrer plusieurs défis. Il y a le premier défi qui est lié à l'inventaire de données disponibles. En fait, il faut juste préciser que la collecte de données, c'est vraiment un métier à part et ça nécessite beaucoup d'efforts, d'énergie et parfois des ressources supplémentaires et de l'argent. Et le problème avec les données, qu'en fait, avec les réglementations en vigueur, les niveaux d'exigence de reporting ne sont pas les mêmes selon les réglementations. Comme on avait cité tout à l'heure, décret tertiaire, taxinomie, SFDR, CSRD, ce n'est pas toujours le même niveau ou la même exigence de reporting. Du coup, ça rend la restructuration des données encore plus complexe. Aussi, il y a le fait que les données ne sont pas parfois disponibles. Parfois, il y a des données pour des raisons de restriction de confidentialité. Quand il y a par exemple des multilocataires dans un même immeuble, ce n'est pas facile vraiment à récupérer ces données. Et aussi, les données il y a plusieurs sources d'aller les collecter. Enfin, là, j'essaye de citer un peu toutes les difficultés parce qu'il y en a vraiment pas mal. Il y a les données, on peut s'appuyer sur des audits énergétiques, on peut s'appuyer sur les compteurs d'électricité, d'énergie pour les collecter. Il y a parfois, les données peuvent être erronées, donc ils vont fausser un peu toute la stratégie derrière. Donc ça, c'est la première difficulté. Après, la deuxième difficulté, c'est qu'on ne va pas se mentir, parfois, il n'y a pas du tout de données. Enfin, il y a l'absence totale de données. Et là, ce n'est pas une excuse, pas vraiment pour ne pas faire l'exercice de décarbonation, parce qu'il faut penser plutôt stratégie. Et là, les entreprises peuvent s'appuyer sur des modèles statistiques qui leur permettent parfois d'extrapoler, par exemple, une partie, les données à partir d'un échantillon de données qui existent sur leurs actifs, ou parfois c'est de se comparer par des benchmarks pour définir des tendances et des leviers d'optimisation. Sinon, niveau actif, on peut toujours s'amuser à faire des simulations énergétiques dynamiques, à dessiner la maquette du bâtiment et à définir
tous les critères techniques du clos couvert, des systèmes techniques, modéliser l'usage pour avoir des consommations qui vont être plutôt proches de la réalité. Donc voilà, tout dépend en fait de la précision qu'on vise et de la disponibilité des données au final. Merci. Et à contrario, est-ce que ces données peuvent constituer un obstacle ou des difficultés dans les processus de décarbonation ? Oui, et j'y reviens dans quelques minutes, mais juste pour poursuivre sur ce que Marc disait. Donc, ce qui est très important de comprendre, c'est que la donnée dans le processus de décarbonation, c'est pas seulement un élément de reporting, hein, puisque donc ça, c'est une obligation juridique. La donnée est nécessaire pour la prise de décision pour un immeuble meilleur. Et pourquoi un immeuble meilleur? C'est pour un immeuble avec une valeur complémentaire, supplémentaire. Un immeuble meilleur, c'est un immeuble dans lequel le locataire et le bien-être du locataire est garanti. Et ce qui m'amène au deuxième point, le locataire et l'occupant. La donnée amène une jouissance supérieure de l'actif par un meilleur aménagement de l'espace, mais également de calcul de qualité d'air, qui fait également partie des critères ESG. Il y a un certain nombre d'autres critères qu'on peut monitorer, sur lesquels une décision peut être prise. Et donc, le locataire et l'occupant est un bénéficiaire de cette donnée également, hein, puisque, en fait, les gros corporates, et certainement beaucoup dans cette salle, ont leurs propres obligations. Ce n'est pas seulement les investisseurs et les propriétaires, c'est également les locataires. Ce qui m'amène à la troisième considération, c'est-à-dire les obstacles. Et Eric l'a souligné également, effectivement, durant longtemps, et on voit que les choses changent rapidement, il n'y avait pas un alignement d'intérêts entre propriétaires investisseurs et locataires occupants. Et ça commence à changer sur différents niveaux. Un, au niveau du reporting, bien évidemment, puisque les directives européennes vont dans le même sens de plus en plus, mais également, il y a un intérêt pour le locataire à minimiser les consommations, puisqu'il y a un intérêt financier, puisque les charges sont supportées par le locataire, à ce que ce soit fait. Et donc, la bonne donnée leur permet de consommer moins. Et donc, c'est un intérêt pour les corporates, en particulier les compagnies d'assurance et les banques. Toujours lié à la donnée, la plupart des acteurs, et en particulier les acteurs financiers que nous avons ici, il y a un certain nombre de déclarations qui sont faites auprès de leurs collaborateurs et travailleurs sur les conditions de travail. On a parlé de la qualité d'air, mais l'espace, les zones de rencontre, c'est indispensable pour les grosses sociétés locatrices d'avoir les informations pour répondre à ces besoins. Et le troisième élément, toujours lié à l'alignement d'intérêts, et on parlera également de l'obstacle quant à pour la collecte des données, mais alignement d'intérêts, les occupants, c'est-à-dire les collaborateurs des locataires, ils ne reviendront au bureau que si le bâtiment est bien utilisé avec des salles de réunion pour les faire revenir au bureau. Et ça, on ne peut pas, je le disais au début, dissocier l'élément décarbonation, puisque c'est les mêmes données, avec la nouvelle utilisation des immeubles aujourd'hui. Donc, l'élément décarbonation passe par une meilleure utilisation des espaces aujourd'hui. C'est la même donnée, c'est les mêmes décisions. Tout ça, c'est lié. Ça fait partie d'un tout. Et ça nous amène à la conclusion en termes d'obstacles quant à la collecte des données. Bon, la difficulté, évidemment, c'est que jusqu'à présent, il n'y a pas de standardisation. La donnée est collectée de manière en silo. Elle existe souvent, mais pas toujours, en silo ou pas fiable. Et tout le travail, c'est standardiser la collecte de données, la fiabiliser et surtout l'interpréter, puisque beaucoup de données n'est pas pertinent pour prendre des décisions et d'autres l'est. Et donc, c'est tout ce travail d'analyse, d'interprétation et de prise de décision qui est indispensable, mais certaines de ces données sont difficiles à obtenir, comme par exemple si un locataire refuse, par exemple, l'accès aux zones privatives. Et donc, on trouve des moyens entre start-up et fournisseurs de services pour faire participer ce locataire au processus de collecte des données. Donc ça, c'est une des
un des obstacles majeurs, mais je pense que les choses vont dans le bon sens, puisque et locataires et propriétaires ont des intérêts alignés, et donc cette donnée est en train de remonter. Merci. Éric, oui, je voulais juste ouais. compléter sur un point, parce que là on est très sérieux, on a l'impression que tout ça, c'est très compliqué, et c'est compliqué, mais surtout, on devrait être très joyeux de décarboner notre patrimoine. Il devrait y avoir des confettis qui tombent du plafond lorsque vous faites moins 10% par rapport à l'émission de carbone. Vous œuvrez pour le bien commun, vous œuvrez pour vos locataires, vous œuvrez pour la planète, vous œuvrez pour l'humain. Donc c'est très bien d'être très sérieux. Il nous faut des spécialistes, et vous êtes des spécialistes de cette décarbonation. Et on essaye, nous, de suivre vos conseils. Mais surtout, il faut que ce soit un événement qui soit joyeux. Il faut faire participer nos locataires. Nos locataires, nous, on essaye parfois de faire des jeux, c'est de les mettre en concurrence les uns par rapport aux autres, qui a diminué le plus le carbone, et puis on offre un petit goodies, ça fait toujours plaisir. Mais voilà, c'est important d'être sérieux, mais aussi de mettre ça dans le contexte. Merci pour cette précision. Et quelle est la maturité, selon toi, de la profession immobilière dans le maniement des données? Parce que c'est quand même une spécialité. Alors, c'est compliqué, parce que je ne vais pas me faire que des copains. Mais dans l'immobilier, on brasse énormément de fonds, énormément d'argent, entre guillemets, comme on l'a dit. Par contre, on est tous quasiment des TPE ou des PME. Donc la culture data que l'on peut avoir chez Airbus, que l'on peut avoir chez Carrefour, que l'on peut avoir dans d'autres sociétés, elle est compliquée à obtenir parce qu'elle demande beaucoup d'efforts et beaucoup d'investissements. J'ai l'habitude de dire qu'on maîtrisait un continent qui était le continent de la gestion locative. Les loyers, les locataires, tout ça, on maîtrisait depuis des années. C'était aligné, carré, on suivait. Le cash flow, on savait faire, etc. La partie technique, elle restait au niveau de chaque immeuble. Et j'irais même aller plus loin. On ne voulait pas la faire remonter. Ça ne nous intéressait pas. C'était l'immeuble, c'était le FME et le EPM qui devaient s'en occuper. Là, aujourd'hui, on nous demande de centraliser pour pouvoir justement piloter. Donc on a dû attaquer ce nouveau continent. Et on ne peut pas faire la conquête d'un nouveau continent comme ça en une seule fois. Donc on s'est concentré, chacun. Et là, après, c'est chaque société définit ses propres objectifs. Nous, on s'est plutôt concentré sur la partie collecte des données énergétiques. Et je me rappelle encore, il y a 3 ans, avoir rencontré des PropTech qui me disaient « Mais dans 6 mois, vous connaîtrez la consommation de tous vos immeubles. Aucun problème. » On avait multiplié par 2, en se disant déjà dans 1 an si on les a. Et 3 ans après, je m'aperçois qu'on n'a toujours pas toutes les données de consommation énergétique de nos immeubles. Donc c'est des mouvements de fond qui prennent du temps. Aujourd'hui, on commence à nous demander, en plus, d'avoir l'ensemble des équipements et la performance des équipements. Au départ, on nous demandait quelle était la consommation de l'immeuble. Maintenant, on nous demande, ah oui, mais vous avez la consommation, c'est très bien. Mais par contre, ce qui serait bien, c'est de savoir quel est le contrat qui est derrière pour savoir si c'est l'énergie verte, un mix énergétique, etc., pour pouvoir appliquer le bon coefficient. Donc du coup, on retourne à la chasse des données. Quand ce sont nos données, c'est assez simple. Quand ce sont les données des locataires, et tu le citais, là, il faut aller convaincre les locataires. Et là, on se retrouve en plus, suivant les pays, à des démarches qui ne sont pas les mêmes et des réactions qui ne sont pas les mêmes. Je ne comparerai pas la France et l'Allemagne, mais en Allemagne, c'est compliqué d'avoir la donnée. Et dans d'autres pays, c'est très simple d'avoir la donnée. Par contre, la fiabilité de la donnée, on peut un peu la remettre en cause. Et on a plusieurs sources. Et ça, c'est un point important, c'est qu'en termes de sources, vous avez le fournisseur d'énergie, donc c'est lié aux factures. Vous pouvez mettre sur l'actif lui-même une GTB, une structure, une PropTech qui va vous mettre des sous-compteurs, etc. Et donc ça ne va pas vous donner la même mesure. Vous avez ce que vous avez déclaré sur Opérat, qui est encore une autre mesure. Vous avez plein de mesures, et donc il faut arriver à comparer pour trouver ce qu'elle est la bonne mesure, etc. Donc ça, c'est un vrai travail de gestion de la data, donc d'un data management qu'il faut mettre en place. Qui est long, on a des structures qui nous aident là-dessus, mais qui prend du temps. Voilà. Il faut laisser un peu le temps aux affaires. Très bien. Fabrice, peut-être tu as réussi à mettre en place une innovation puissante sur un process limité. Est-ce que tu en tires des enseignements génériques que tu pourrais nous partager ? Oui. Alors déjà, je vais mettre un peu de confetti. On a fait x15 depuis janvier 2023 en termes de volumétrie et d'usage. Donc ça rentre dans les mœurs. Ce qui me gêne le plus, c'est qu'en fait, ça ne vient pas des pros.
Ça ne vient pas de l'agent immobilier, ça ne vient pas, en fait, pas assez des pros. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que celui qui porte la solution, c'est celui qui recherche le logement. Donc le meilleur commercial de The Lock, c'est celui qui finalement est en quête d'un logement à Perpignan, qui a fait son pass express avec donc par exemple une validation jusqu'à 750 €. Il arrive dans une agence immobilière et c'est lui qui fait la promotion en fait. C'est-à-dire qu'en fait, étonnamment, c'est parce que les locataires sont en tension pour trouver un logement que cette data sécurisée qu'on met à disposition des professionnels pour sécuriser la chaîne du paiement, on a en fait, à mes yeux, le user final qui vient en fait accélérer le système. Donc x15, on va prendre, mais c'est pas assez. Et donc, qu'est-ce qui va faire la différence dans les mois, années qui viennent? C'est que tout simplement, ça va s'accélérer. Ça va s'accélérer parce que des grands acteurs, tout à l'heure je citais IAD, quand vous avez 14 000 agents mandataires qui envoient des liens à des candidats locataires pour faire leur dossier universel, ben, évidemment, ça va scaler, ça va développer l'arrêt des envois des documents par mail. Donc, merci pour la planète. Et puis, les allers-retours sur les pièces manquantes. Mais surtout, comment ça va accélérer le fait que les professionnels vont se rendre compte de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'en fait, ça arrive par ricochet. Alors, on oublie le propriétaire dans ce qu'on dit. Et on va parler un peu du propriétaire aussi. Quel est l'intérêt pour le propriétaire ? Le propriétaire investisseur, il veut se couvrir du risque d'impayé. Et donc, The Lock fait partie de la chaîne et propose une assurance loyer impayé, avec une particularité, c'est que, vu qu'on est au cœur du système pour certifier, bah, c'est le moment de choisir une assurance. Et donc, on a également élevé le niveau avec l'assurance loyer impayé en proposant, dans la logique du rapport Nogal de 2019, une assurance loyer impayé qui s'appelle garantie totale. Qu'est-ce que ça signifie, garantie totale? C'est qu'à partir du moment où on a agréé, certifié le locataire de manière élevée, on a cette capacité de couvrir le loyer via des assureurs spécialisés en immobilier à 100% tous les mois, quoi qu'il arrive, même si le locataire n'a pas payé tout ou partie de son loyer. C'est-à-dire aucune rupture de la chaîne de paiement. Aujourd'hui, c'est quand même près de 4 millions d'euros de primes d'assurance loyer impayé qui sont perçues par The Lock à travers une vingtaine de milliers de logements que nous assurons partout en France. Donc, on voit qu'en fait, finalement, grâce à la data, grâce à de nouveaux systèmes, à une simplification des démarches, mais également à une nouvelle façon de voir les choses via l'agrégation de données, on a cette capacité à servir le locataire dans l'accès au logement, servir l'administrateur de biens pour lui simplifier la vie, et également servir le propriétaire de manière à ce que, quand il investit, il n'y ait jamais de rupture dans son paiement. Merci. Propos très intéressants, assez vastes. On a abordé différents sujets sur différents types de métiers. Peut-être que vous avez des questions, des commentaires dans la salle. Donc je vous propose, si quelqu'un a une question, c'est le moment. Vous avez la parole. On fera circuler un micro si nécessaire. Peut-être en attendant la question, juste... Je crois qu'on a répondu à tout, ils me font peur. Un commentaire complémentaire. Le processus de décarbonation a accéléré un processus, et c'est le processus de digitalisation du secteur immobilier. Et donc, c'est un phénomène qui est d'autant plus important aujourd'hui quand on parle de l'intelligence artificielle, puisque l'intelligence artificielle va pouvoir être utilisée complètement dans le secteur immobilier, puisque toutes ces données vont pouvoir être interprétées, analysées et communiquées de manière structurée. Et tout ça fait très peur au secteur, et le secteur doit évidemment se réinventer par rapport à ça. Et c'est un secteur qui prend des décisions très lentement, historiquement, et donc ça amène à une remise en question des organisations et des spécialisations. Parce que pour moi, par exemple, l'élément décarbonation est mainstream business. Ce n'est pas une spécialisation dans une entreprise. Ça fait partie de l'activité normale d'une entreprise qui doit être intégrée à tous les niveaux de l'entreprise. Et donc, tout ça, ça va amener à une reconsidération et une réorganisation, je pense, du secteur et des différents intervenants dans le secteur. Et donc ça, c'est intéressant, mais ça crée évidemment des freins par rapport à une adoption sincère et franche dans cette voie de décarbonation. Et en fin de parcours,
moi, ce que je vois tous les jours, tout dépend du CEO de mes clients, qui sont les gros asset managers ou les locataires. C'est finalement une décision aujourd'hui encore qui est prise par le chef et qui a une vision et qui dit « ma boîte immobilière ou corporate, je veux aller dans cette direction » et j'ai dit à toutes mes équipes « allez dans cette direction ». Sans cette direction, c'est difficile, puisque tous les jours, nous, professionnels du secteur, on est un peu bloqués à chaque fois, puisqu'il y a toujours des obstacles, toujours des raisons de ne pas faire la digitalisation. C'est très facile de les trouver, techniques ou autres. Et donc, cette vision est essentielle au niveau des CEO. Voilà ce que je voulais dire dans mon expérience personnelle. Mais je pense qu'il y avait une question entre-temps. Bonjour, je m'appelle Philippe Gaucher, je suis moi dans les milieux financiers. Je représente plusieurs cabinets où je suis directeur associé. Je suis spécialisé dans la recherche de financement, pour faire simple. Vous proposez des offres de services. J'aurais voulu savoir, pour le locataire qui paye un loyer tous les mois, qui est donc le nerf de la guerre, quel est le surplus qui risque de subir en augmentation de loyer par rapport à ce service pour décarboner la planète, enfin l'immobilier. On n'est pas tous propriétaires. Et moi, je vous dis honnêtement, payer 30% de plus sur Non, le alors, loyer. c'est pas 30%. Voilà, je sais, mais il y a un coût. Aujourd'hui, on est, je ne devrais pas le dire comme ça, mais on a été très aidé par l'augmentation des prix de l'énergie, puisqu'en fin de compte, le coût de décarbonation, donc baisse de consommation, venait en contrepartie, entre guillemets, de l'augmentation des coûts. Et mine de rien, ça nous a beaucoup aidé. Après, oui, c'est de l'augmentation. La problématique, c'est plutôt le retour sur investissement. C'est que je vais investir aujourd'hui pour changer du matériel, pour faire de l'isolation, alors, juste un point, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire qui ne coûtent rien. Ça, il ne faut pas l'oublier aussi. L'usage, tu en parlais tout à l'heure, ça ne coûte rien. C'est juste avoir des bonnes pratiques. Après, une fois qu'on a fait ça, après, on doit passer à des équipements. On doit passer à des changements de GTB, on doit passer à des changements de matériel. Et là, il y a la répartition entre propriétaires et locataires qui se fait et qui est normalement définie dans le bail, depuis je crois, alors je ne suis pas spécialiste, mais je crois que c'est depuis la loi Pinel, où on définit exactement qui supporte. Mais oui, il y a des coûts. Tout l'objectif, c'est de se dire que ces coûts-là vont être après... il y aura un retour sur investissement sur les années futures. Mais oui, sinon, il y a un coût qui doit être supporté. Alors, soit c'est supporté par l'investisseur, et souvent, c'est en partie supporté par le locataire, forcément. Pour revenir à ce que vous disiez, en fin de compte, c'est une question d'éducation sur l'usage des énergies, comme on apprenait il y a 30 ou 40 ans. Tout à fait. Oui, tout à fait. Mais il y a plein de choses. Moi, je reviendrai sur un point aussi qui est très important pour nous. C'est effectivement, on a mis en avant le fait que la data était importante, les données pour pouvoir prendre des décisions. Mais il faut que ces données circulent. Il ne faut pas que le locataire ait ses propres données, qu'il refuse de les donner au propriétaire, que le FME refuse de parler au PM, que le PM refuse de parler, etc. Il faut que tout ça, ça circule. C'est pour ça qu'on a lancé, nous, il y a maintenant plus de 15 ans, une initiative autour de l'Institut Fidji pour pouvoir définir des dictionnaires communs, pour pouvoir s'échanger la donnée rapidement. Et moi, je serais ravi, enfin nous serions ravis au sein de la Française, si les locataires nous demandaient de l'information par rapport aux lots qu'ils occupent chez nous, la qualité de l'air, la qualité de l'eau, les consommations journalières pour pouvoir l'afficher sur leurs écrans, etc. Il faut que ces données circulent, mais pour qu'elles circulent, il faut qu'elles soient organisées, sachant qu'on a des PropTech qui sont souvent spécialisées. Il y en a certaines qui sont merveilleuses sur du tertiaire, mais qui ne savent pas traiter de l'habitation, et inversement. Et on a qui sont merveilleuses en France, mais qui ne savent pas traiter l'Allemagne ou l'Angleterre. Donc du coup, il faut que ces données puissent circuler un maximum pour qu'on puisse tirer les bons profits et englober, et ça je vous rejoins, les occupants dans cette démarche. Les baux verts, avec les annexes vertes qui ont été lancées il y a quelques années, ça marchotait, on va dire, comme ça. Là, on a remis en place la plupart des comités verts chaque année. On rencontre les locataires, on leur explique les impacts. Et ça, c'est important de mettre tout le monde autour de la table. Merci à tous. Effectivement, on peut les applaudir. Ça a été un échange très riche pour ouvrir cette matinée. Dernière question de ce côté. Dernière. Merci.
Oui, merci. Donc, je m'appelle Pierre Beau. J'ai monté une start-up qui est à Finance Innovation qui s'appelle Reveléo. On travaille sur la data. Et la question que j'avais envie de vous... Enfin, la data environnementale. La question que j'avais envie de vous poser, elle est relative à un mot qui a été donné sur la standardisation de la donnée. Et une des problématiques qu'on rencontre, et enfin, nous, parce qu'on gère de la data, mais évidemment, les asset managers, les property, les locataires, c'est ce sujet de la standardisation. C'est-à-dire que chez un asset, on peut avoir construit, fait remonter un certain nombre de data. Pour autant, les investisseurs en demandent d'autres. Pour autant, les locataires en produisent d'autres. Et je voulais vous demander, parce que c'est souvent une question que je pose, votre position par rapport à la standardisation de la donnée environnementale. Est-ce que c'est quelque chose de souhaitable ? Est-ce qu'on doit avoir, vous parliez tout à l'heure de 150 données, est-ce qu'il faut qu'il y ait un guide ? Enfin, voilà, il y a des tentatives de labellisation pour dire, voilà, ça sera ça, la grille des données à sortir pour tout le monde, ou au contraire, et c'est l'avis de certains professionnels de l'immobilier, laisser la main aux professionnels pour déterminer leur propre grille. Et c'est clair que parmi les gens avec lesquels on travaille, il n'y en a pas deux qui ont la même grille, que ce soit property, asset, institutionnel, locataire, enfin, chacun se balade, alors hormis la consommation et le carbone, après c'est quand même, pas la jungle, mais enfin, il y a quand même beaucoup de choses. Donc voilà, j'étais un peu long, mais je voudrais avoir votre avis sur ça. Si je peux répondre sur ce point, bon, c'est un élément essentiel que tous deux avaient mentionné, c'est la standardisation des données, quel que soit le pays, quel que soit le type de bâtiment, quel que soit l'utilisateur. Moi, je peux juste parler de notre expérience. Donc, nous, toute la donnée d'usage des bâtiments est remontée sur une plateforme. Ont accès à cette plateforme l'investisseur, le propriétaire, également le locataire et également parfois les banques. Donc, c'est la même donnée qui est partagée avec tout le monde. Alors, est-ce que cette donnée est standard dans le marché? Si c'est ça votre point, peut-être pas. Mais en tout cas, entre toutes ces parties, pour cet immeuble-là, elle est standard. Donc, je crois que c'est une tendance qui est très claire. Alors, le deuxième point que vous mentionnez, évidemment, c'est que toutes les données ne sont pas pertinentes pour tout le monde en même temps. Il y aura toujours une partie des données qui sera plus pertinente pour un locataire que pour un propriétaire. Mais il y a une base commune, et je pense qu'on va vers cette standardisation, et les normes juridiques ne font qu'accélérer ce processus, mais je pense que les habitudes aussi. Donc clairement, le train est parti vers ça, mais je comprends tout à fait vos difficultés. Mais je pense que là, on a pris conscience que c'est nécessaire. Donc nous, on ne vend notre plateforme que dans la mesure où on promet une standardisation à nos clients. Donc voilà, j'imagine que c'est pour tout le marché la même chose. Merci. Merci à tous. On va laisser la parole aux prochains intervenants. Merci en tout cas de votre attention et merci une dernière fois à nos intervenants. Merci.